Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Et ça a toujours été un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission Expression Directe. Comme d'habitude, dans cette émission, il est d'accoutumée, nous recevons pour vous des personnalités avec lesquelles nous parlons sur des questions d'actualité, pourquoi pas. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est vraiment un habitué de cette émission. Avec lui, nous allons débattre sur des questions, bien sûr, des questions d'actualité, mais nous serons focalisés sur l'agence de prévention et la lutte contre les traites de personnes. Il s'appelle Eric Kunku, qui est le coordonnateur adjoint de cette agence. C'est avec lui que nous aurons cet échange. Eric Kunku, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur adjoint de l'agence de prévention de lutte contre la traite de personnes. Pratiquement 2 ans à la gestion de cette agence. C'est vrai, on a eu à faire 10 émissions, mais pratiquement 2 ans, ou une année où on n'a pas encore échangé. Mais aujourd'hui, si on peut faire d'abord la rétrospection en 2020, quelle a été, quelles sont les activités que vous avez menées comme agence de lutte de prévention, de lutte contre la traite de personnes? Je vous remercie pour cette question. Bien évidemment, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, depuis sa création le 22 avril 2019 par l'autorité du chef de l'État, a effectivement accompli plusieurs activités qui nécessairement n'ont pas été portées à la presse, ça il faut l'avouer. Mais l'activité phare en 2019, fin juillet, c'était d'abord la validation de son plan national stratégique sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, que nous avons tenu au niveau de l'hôtel Sultani. Ce plan stratégique, c'est en fait notre fil de conduite qui a permis à l'agence de pouvoir cibler les activités phares qu'elle devrait mener durant le quinquennat 2020-2024. Et en déroulant justement ce plan stratégique, nous avons commencé par relever l'objectif maire qui est consigné dans l'ordonnance du 22 avril 2019 qui porte création et fonctionnement de l'agence, à savoir préparer un projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes en RDC. C'est ce que l'agence a fait en préparant un avant-projet de loi, parce que nous sommes une structure spécialisée attachée au cabinet du chef de l'État, donc nous n'avons pas compétence pour apprêter un projet de loi qui relève de la compétence du gouvernement. Nous avons donc apprêté un avant-projet de loi qui a été soumis à discussion avec plusieurs acteurs et officiels de la scène politique congolaise dans le cadre d'un atelier organisé en collaboration avec l'USAID et l'OIM. Et cet avant-projet de loi a également été adopté dans le cadre de cet atelier, a été dûment, par les hiérarchies bien sûr, transmis au sein du gouvernement afin qu'il soit également analysé et adopté au Conseil des ministres. Donc, au jour d'aujourd'hui, cet avant-projet de loi est entre les mains du ministère des Droits humains, donc est prise en compte, examinée au sein du gouvernement à travers plusieurs ministères qui interviennent en matière de traite des personnes. Je tiens tout simplement à rappeler à l'attention des téléspectateurs que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes comprend 2 organes maires, à savoir la coordination, dont je fais partie, et elle a également ce qu'on appelle la commission technique, qui regroupe des experts qui viennent de plusieurs ministères du gouvernement, intérieur, justice, droits humains, affaires étrangères, etc. et d'autres services spécialisés de la République démocratique du Congo, notamment la mer, BGN, la police, l'Interpol, les forces armées, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'avant-projet de loi est à ce jour en examen au sein des différents ministères du gouvernement, afin que ça devienne un projet de loi pour le compte du gouvernement qui sera alors transmis au Parlement pour analyse et vote comme loi. Donc c'est, je crois, l'une des grandes réalisations que l'agence a pu faire. Très bien.
Et conformément évidemment aux objectifs et missions lui assignés dans l'ordonnance qui porte sa création. Mais pratiquement 2 ans sur le terrain, la population n'a pas senti la présence de votre agence. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne communiquez pas assez. Parce qu'en parlant de la lutte et prévention, d'abord, la prévention, il faut prévenir. Il faut sensibiliser, mais cette sensibilisation au niveau de la population, on n'a pas senti ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez à quelqu'un de la traite, il s'est dit, bon, la traite c'est quoi? Mais qu'est-ce qui a fait à ce que vous ne puissiez pas sensibiliser suffisamment sur le terrain? La sensibilisation a des étapes. Quand vous dites qu'on ne sensibilise pas au niveau de la population, mais je vous réponds que la sensibilisation a des étapes. Et je pense que je vous ferai part de notre plan stratégique et vous allez comprendre. D'après le plan stratégique national sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, la sensibilisation occupe la majeure partie qui va constituer, je dirais même les 3/4 de nos activités que nous devons dérouler durant ce quinquennat. Que nous déroulons déjà, parce que quand je dis nous devons dérouler, c'est comme si nous n'avons pas. Alors la première étape, l'étape initiale de la sensibilisation, c'est au niveau de la formation des acteurs qui vont sur le terrain sensibiliser. Parce que pour toucher toutes les couches de la population, il faut relever les leaders de chaque milieu, et c'est là en stratosphère, pour que, d'une manière spirale, du haut vers le bas, que nous ayons des acteurs, des leaders sur le terrain, qui vont porter le message de l'agence, afin qu'au niveau de chaque couche de la population, que l'on ait la maîtrise de la notion des traites de personnes. Là, je parle des acteurs, mais qui sont ces acteurs? Au niveau de l'agence, nous parlons des acteurs de première ligne. Nous voyons la presse, et nous avons déjà organisé, nous organisons du reste, des activités de formation et en même temps de sensibilisation au niveau de la presse. Il y a déjà un groupe de journalistes qui ont été formés sur la notion ou les notions basiques de la traite des personnes. Nous avons fait également la même chose avec un groupe de magistrats, avec un groupe d'avocats. Donc, nous visons des acteurs de première ligne, ceux qui interviennent d'abord dans la chaîne pénale. Nous avons les magistrats. Quand je dis magistrats, il y a les juges, il y a le ministère public. Nous voyons également dans ces acteurs-là les OPJ, et les avocats non plus ne sont à négliger. Donc, ce sont là des personnes que nous voulons sensibiliser en premier lieu. Pourquoi cette sensibilisation? Nous doublons effectivement cette sensibilisation avec ce qu'on appelle des formations de renforcement des capacités, parce qu'il existe en République démocratique du Congo quelques lois qui, en leur sein, comptent des dispositions qui répriment certaines formes de traite des personnes. Je prends en exergue la loi portant protection de l'enfance. Cette loi protège l'enfant contre la traite des êtres humains, mais si la victime est un enfant. C'est l'article 162 de cette loi, qui est une loi de 2009. C'est une loi qui est déjà d'application. Donc, lorsque nous formons les acteurs de première ligne dans la chaîne pénale, nous leur mettons en évidence l'existence de cette loi-là. Il y a également le Code du travail. Quand vous le prenez dans ces dispositions des articles 2, 3 où on relève la prohibition contre le travail forcé. Dans l'article 3 où on parle des pires formes de travail des enfants, qui sont définies dans plusieurs alinéas. Vous comprenez, il y a également des dispositions au niveau de l'article 300 qui relèvent les dispositions pénales en cas de violation de ces dispositions de loi du Code du travail. Donc vous comprenez qu'on commence dans la première étape à former ce qu'on appelle des acteurs de première ligne en matière de chaîne pénale. Et nous allons, crescendo, commencer à former ceux qui vont assurer la visibilité de cette sensibilisation. Et là, je parlais des journalistes. Nous visons également les bourgmestres, les chefs du quartier. Donc, nous allons, sur le plan de l'administration, prendre toutes les autorités qui, dans la phase de la décentralisation, vont aider l'agence à toucher la population dans chaque secteur de la vie nationale. Et c'est de cette manière-là, province par province, cité par cité, que l'agence parviendra à réaliser la sensibilisation. Ça sera en combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi selon les informations, nous remarquons que c'est pratiquement à 49% qu'on parle de victimes. Les femmes sont plus victimes. Il y a les femmes, il y a les hommes, les enfants, les filles.
et ainsi que les enfants, les petits garçons. Alors, au niveau de la victime aujourd'hui, c'est bien de sensibiliser, voir un peu la première ligne. Mais la victime aujourd'hui, c'est sensibiliser qu'elle puisse connaître aujourd'hui qu'elle est traite. Mais c'est quoi la traite en fait? C'est à ce niveau-là que je me base un peu. Oui, c'est la première ligne, c'est bien bon, mais les petits peuples là qui doivent comprendre aussi la traite, c'est quoi la traite? Est-ce que vous allez arriver aussi jusqu'à ce niveau? En fait, la traite des personnes, en un mot, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour avoir une définition plus simple. Mais la traite des personnes suppose 3 éléments. Il y a d'abord l'acte matériel, c'est le fait de recruter, d'héberger, de transporter. Il y a les modalités d'exécution. Généralement, c'est l'absence du consentement de la victime. C'est soit par la force, soit en abusant de la situation de vulnérabilité de la personne exploitée, soit en obtenant de lui un accord, mais un accord biaisé. Maintenant, le troisième élément de la traite, c'est sa finalité. C'est en fait l'exploitation de la personne. Mais c'est là, c'est au niveau de la finalité qu'on distingue les formes de la traite. Il y a la forme la plus récurrente, c'est le travail forcé. Donc, on peut exploiter une personne par le travail. C'est ce qu'on appelle le travail de service forcé. L'exploitation également perçue sur le plan sexuel. C'est l'exploitation par voie de sexe, ou l'exploitation sexuelle. Généralement, c'est dans le proxénétisme, ou si vous voulez, l'usage, ou si vous voulez, ce qu'on appelle le profit de la prostitution d'autrui. C'est-à-dire, on pousse une personne à se prostituer et on tire profit de cette prostitution. Enfin, ça se rencontre dans le terme proxénétisme. Nous avons également ce qu'on appelle le trafic des organes humains. C'est-à-dire, là, ça devient une monnaie courante. Hein. Donc, c'est un trafic qui existe. Et ça relève de ce crime organisé qu'on appelle la traite des êtres humains. Donc, ce sont des réalités que l'on voit. Mais alors, il y a plusieurs formes des traites des êtres humains. Mais ce qui est plus perceptible dans la ville comme la ville de Kinshasa et à travers toutes les cités urbaines de la République démocratique du Congo et du reste d'ailleurs, parce que nous faisons également des échanges, nous avons des échanges avec d'autres pays africains où nous nous rendons pour avoir leurs expériences, ce que nous estimons être plus avancés en matière de traite de personnes, eh bien nous constatons que dans les pays du tiers-monde et particulièrement en Afrique, nous avons ce qu'on appelle la mendicité forcée. À travers les rues, vous voyez les enfants en train de mendier, de demander de l'argent, mais l'argent qu'ils prennent dans cet acte de mendicité ne leur profite même pas. Parce que derrière eux, il y a des personnes adultes qui les poussent à le faire pour tirer profit des actes que ces enfants posent. La mendicité forcée, c'est une réalité que tout Congolais, en tout cas que tout Quinois, ou que tout citadin à travers les villes de la République démocratique du Congo constate lorsqu'il traverse les rues. C'est un constat. Mais au-delà de ce qu'on appelle la mendicité forcée, dans la logique ou dans le creux de la mendicité forcée, nous avons ce qu'on appelle les guides mendiants. C'est une réalité d'exploitation des personnes qui sont là pour guider, soit des personnes qui vont mendier, qui sont généralement des personnes vivant avec handicap, alors que nous avons une loi qui les protège, qui valorise leurs droits humanitaires. Alors, ces personnes vivant avec handicap ont soit généralement des enfants mineurs, des enfants, parce qu'un mineur est toujours un enfant. Toujours un enfant, oui. Donc, qui sont en réalité des guides mendiants, qui sont là pour guider soit un aveugle, soit une personne vivant avec un handicap autre que la cécité. Alors, ils vivent dans cette situation d'exploitation au point qu'on se demande, dans le cas de figure des guides mendiants, qui exploite qui. Mais en fait, on est dans une vague d'exploitation qui n'est pas loin de ce qu'on appelle la traite des êtres humains. Donc c'est une réalité. Au-delà de cette réalité, nous avons l'exploitation sexuelle. La prostitution en soi, ce n'est pas un crime. Mais lorsqu'on tire profit de la prostitution d'autrui, donc on exploite la prostituée ou le prostitué, c'est selon, nous sommes alors dans la logique du proxénétisme, qui constitue déjà une infraction qui est prévue et sévèrement punie par le code pénal congolais. Le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. Et d'après le protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée, tirer profit, ça veut dire que vous utilisez la femme pour de fins c'est-à-dire que pécuniaires, pousser une personne en profitant généralement de son état de vulnérabilité, de sa misère, à se prostituer
mais avec une clientèle que vous contrôlez. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme. C'est déjà puni par le code pénal congolais, mais c'est une forme de traite des personnes. C'est en fait dans le cadre de la sensibilisation que nous voulons faire voir cela à ceux que j'ai appelés tout à l'heure des acteurs de première ligne, pour que par rapport à cette infraction qui est déjà prévue, lorsque le juge y statue, qu'il ait en vue que la victime est d'abord une personne exploitée. Et c'est cette dimension particulière de la traite des personnes que nous tenons, évidemment dans le cadre de cette émission, à relever. Donc ce sont là les deux que j'ai données, les formes les plus récurrentes de la traite des personnes en RDC. Mais au-delà de cela, lorsqu'on recule dans la partie est de notre pays, nous avons une situation belliqueuse qui a pris des années, des décennies. Qu'est-ce qu'on constate? La plupart des escarmouches, au-delà même des escarmouches, la plupart des guerres intestines entretenues à l'est du pays, c'est dû à l'exploitation des substances minérales. Mais qui on envoie dans ces mines ou dans ces carrés miniers? Ce sont les enfants. Surtout à ciel ouvert. Ce sont des enfants. Est-ce qu'ils sont payés? Non. On les envoie travailler à prix d'un pain ou à prix d'un bol de riz. Ça, c'est l'exploitation totale d'une personne humaine. Mais j'ai vu des images comme ça, une école qui exploitait les enfants, qui transportait des briques pour construire leur propre salle de classe. C'est une forme aussi de traite. Or, le Code du travail, qui est une loi qui existe depuis 1967, quoique modifiée, qui existe en République démocratique du Congo, prohibe ce qu'on appelle les formes de travail, les formes pénibles de travail à charge des enfants. Les pires formes de travail, à charge des enfants. Faire transporter un enfant de 8 ans, de 7 ans, des tas de briques sur sa tête, lui qui n'a pas le poids de le supporter, n'est-ce pas là une exploitation servile d'un enfant, prohibée par l'article 162 de la loi portant protection de l'enfant, qui est une loi en vigueur depuis 2009? Voilà la sensibilisation que l'agence a déjà faite, continue à faire. Je tenais justement à souligner que, avec la pandémie de la Covid-19, nous n'avons pas pu réaliser ce qu'on appelle les campagnes de sensibilisation. Parce que c'est à travers les campagnes de sensibilisation, les campagnes motorisées, ça vous permet d'aller dans le fait justement. Ça permet en une boucle, en une journée, de pouvoir boucler pratiquement plusieurs zones habitées par des personnes qui n'ont pas le temps de consulter l'internet. Pourquoi pas, mais par exemple, pour aller plus loin, faire un peu de pamphlets, de wallets, de flowers, avec de messages de traite. Tout à fait. C'est-à-dire, ce sont des outils de communication, de sensibilisation que la traite a en main, maîtrise et veut de manière intelligente et rationnelle les mettre à profit pour la sensibilisation. Mais ce sont des choses qui se préparent. Et encore que nous sommes non seulement dans un pays francophone, mais nous sommes dans un pays multilingue, si je peux me permettre ces néologismes. C'est-à-dire, nous avons 4 langues nationales, nous avons le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Tchouba, des langues qui sont parlées par des grandes masses de population. Alors il faudra, comme outil de sensibilisation que du reste après déjà l'agence, vous le verrez tout à l'heure, nous allons, bien évidemment dans le cadre de cette émission c'est pour la sensibilisation, mais le 30 juillet qui est une journée des commémorations de la dignité humaine et de la lutte contre la traite de personnes, nous allons présenter au profit de la population congolaise évidemment les outils que l'agence a préparés pour cette sensibilisation. Et vous allez constater que dans nos dépliants et certains prospectus, nous avons prévu la traduction des mots ou bien des éléments que nous avons prévus en langue française. Nous avons prévu que ça soit traduit fidèlement dans nos langues nationales, afin que lorsque nous allons circuler, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, que ceux qui vont nous suivre puissent nous comprendre dans la langue qu'ils maîtrisent et dans la langue qu'ils parlent. Parce que tout le monde ne parle pas la langue française, et il faut relever qu'au-delà de la langue française, nous avons le 4 langues nationales qu'il faudrait mettre comme éléments principaux à mettre à profit pour une communication et donc soutenir une sensibilisation accrue
et active pour que la population comprenne c'est quoi la notion de la traite des personnes. Mais en un mot, la population vit la traite des personnes. Dans la politique de la sensibilisation de l'agence, c'est de faire comprendre ce qu'elle vit déjà comme forme d'exploitation. Et je voudrais relever parmi les gens. Sans pour autant, ils sont ignorants, mais ils sont en train de vivre cette forme de traite. Quand on vit la misère, on ne l'ignore pas. Ok. On peut s'y adapter, développer une certaine résilience, mais on ne l'ignore pas. Quand on est exploité, l'esclave à l'époque n'a jamais été, n'ignorait pas sa situation servile et dure. Il n'ignorait pas les chicottes parce que ça faisait mal. Mais il fallait, des gens comme Toussaint Louverture l'ont fait analytique, il fallait qu'il en prenne conscience, afin qu'il adopte une autre attitude, de manière à prévenir cette situation et à la combattre. Et donc c'est la mission que l'agence, sauf à travers évidemment les objectifs que le confère l'ordonnance qui la crée et qui organise son fonctionnement, c'est d'obtenir que la population congolaise sache. Par exemple, je profite et je donne un exemple, que la servitude domestique est une forme d'exploitation que condamnent les Nations Unies. Ah, comment ça? Parce que la servitude domestique, ça concerne non seulement le personnel employé dans le cadre de nos maisons, mais ça concerne également nos relations d'ordre familial. Généralement, lorsqu'on engage une nounou, lorsqu'on engage un domestique, là, nous sommes dans un cercle purement familial, on ne voit pas l'entrepreneur et l'employeur, on est dans un cercle familial, généralement, soit la nounou, soit les domestiques, et certains ne le payent même pas, ou au-delà du contrat qui est généralement verbal, de leur emploi, les domestiques qui est là juste pour balayer, commencent à faire des choses qui ne sont pas généralement prévues dans un cadre d'un contrat domestique, qui est un contrat qui vise à, pour le domestique évidemment, à donner de la propriété à la maison, à laver les habits, à faire la lessive, la vaisselle, etc. C'est un contrat verbal mais qui est limité à des tâches domestiques bien déterminées. Si au-delà des tâches domestiques, un personnel qui est employé dans le cadre domestique commence à faire des choses qui n'ont rien à voir avec cela, on est dans la phase de l'exploitation. Combien de nous ne sont pas exploités sexuellement par un patron pour le même salaire qu'ils gagnent? Donc, elle doit accepter cette exploitation sexuelle pour maintenir son emploi. Est-ce qu'on est dans la logique d'un viol consenti, mais un viol quand même, d'un employeur vis-à-vis de son employé, ou on est dans la logique d'une exploitation parce que la personne est là pour travailler? C'est possible. Mais dans le cadre de nos relations familiales également, au-delà de cette exploitation qui est du reste dans un emploi de travail, dans le cadre de nos relations familiales, et ça c'est du vécu, je pense qu'en le disant, la population sera d'accord avec moi, vous faites venir une nièce ou un neveu du village qui a l'âge d'un enfant, qui n'étudie pas, mais toutes les tâches que le neveu accomplit dans votre maison, ce sont des tâches qui sont pareilles à un domestique. Et curieusement, vous n'envoyez pas à l'école, il est là, il n'étudie pas, il est là pour qu'on l'envoie acheter des choses, pour qu'il accomplisse ou qu'elle accomplisse toutes les tâches domestiques. Mais au final, ce sont vos propres enfants qui vont à l'école, et lui, même devenu adulte plus tard, il n'aura jamais eu la chance d'étudier. Bien évidemment, aujourd'hui, avec la gratuité scolaire, ça peut résoudre la situation pour vous dire j'avais des enfants. Donc, il s'agit là d'une exploitation, mais dans le cadre purement familial. Ouvrez lancer. Et ça encore, c'est une forme de traite de Donc, vous avez énuméré plusieurs formes de traite, mais qu'est-ce qui n'est pas traite? Parce que les gens peuvent faire des confusions. Qu'est-ce qui n'est pas traite? Vous avez cité des proxénétismes et autres. Qu'est-ce qui n'est pas traite? Je dis une chose qui est claire. La traite, en un mot, c'est l'esclavage, mais du temps moderne. Maintenant, qu'est-ce qui est esclavage? Un esclave n'a pas de droits. Il dépend d'un maître. Ok. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour l'agrément et le plaisir de ce maître. Tout ce qu'il fait, ça doit profiter à son maître. Et la victime de la traite des êtres humains n'est pas différente d'un esclave. C'est-à-dire, ce qu'il fait ou doit faire, parce que sa volonté n'y compte pas, ça profite à son trafiquant, à son bourreau ou à celui qui pense le mettre sous son état.
d'asservir. Je prends l'exemple du mendiant, de la mendicité forcée. L'enfant qui va demander, s'il ne le fait pas, il sera battu. Il subira des pires supplices parce qu'il est obligé de mendier, soit poussé par ses propres parents. Parce que la traite des personnes peut avoir pour trafiquants, pour criminels, les propres parents de la victime ou le propre membre de la famille de la victime. Il faut qu'on se comprenne bien. Qui pousse la personne à se prostituer. Pour cette fin-là, ils sont en train d'exploiter leur propre vie. Et si elle est mineure, nous sommes dans la logique de la traite des personnes prévue déjà comme infraction par l'article 162 de la loi portant protection de l'enfant. Parce que là, il s'agit d'une exploitation sexuelle qui profite à ses propres parents. On peut parler du viol, évidemment, des viols intérieurs parce qu'il s'agit d'une mineure, mais puisqu'il y a des gens qui tirent profit de cette activité de prostitution, même s'il s'agit de ses propres parents, là, on relève ce qu'on appelle la traite des personnes. Donc, on parle de la traite des êtres humains lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'un esclave par rapport à une personne qui agit comme son maître, comme son bourreau, et qui lui impose la chose qu'il attend de lui, soit mendier, soit se prostituer, soit même qu'il envoie voler pour que lui en tire profit. Parce que dans la traite des personnes, on peut également, il y a des cas, et ça arrive, on enlève des enfants généralement au niveau de Kasaï, ils transitent par Kikwit, ils arrivent à Kinshasa, les autres, on les emmène vers Kisangani. Ces enfants, on les envoie également voler. Et le butin de l'argent qu'ils commettent, eh bien, ils les ramènent quelque part à des personnes qui apparaissent, évidemment, quand on les arrête comme leurs parents, mais qui ne sont que des personnes qui les ont enlevés pour les amener dans des coins qu'ils ne maîtrisent pas. Généralement, ce sont des enfants qui ne connaissent pas le Lingala, s'ils sont ici, qui ne connaissent pas les Swahili, si on les enlève d'ici vers Kisangani. Et donc, qui sont dans un terrain inconnu, où ils ne connaissent personne, et ils sont obligés, et c'est ça l'état de servilité dans lequel, l'esclave dans lequel ils se trouvent, c'est que leur mentor, leur trafiquant, leur criminel, leur bourreau, leur demande de faire. S'ils ne le font pas, ils ne mangeront pas, ils subiront des supplices durs, pourquoi pas être tués. Donc, c'est contre cette exploitation servile des êtres humains qui frappe généralement, en premier lieu, les femmes et les enfants, que la RDC, par le chef de l'État, s'est levé, par la création évidemment de l'Agence pour la prévention de la lutte contre la traite des personnes, pour que ce phénomène-là soit non seulement prévenu, mais réduit à silence. Comment pouvons-nous comprendre ou connaître les indicateurs d'une forme de traite? Les indicateurs, qu'est-ce qui peut indiquer? Voilà, ça c'est une forme de traite, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs indicateurs. Je donne les indicateurs qui sont perceptibles dans le contexte congolais. Généralement dans le contexte quinois, parce que c'est plus fort, il s'agit d'une grande cité où on découvre les choses. Quand on prend l'exemple de la mendicité forcée, quand on voit un enfant venir mendier, il faut voir son cursus. Comment cet enfant se comporte. Le premier indicateur dans le cas de la mendicité forcée, c'est lorsque le mendiant fait toujours rapport à un mentor qui est quelque part. Donc tout ce qu'il gagne, il va verser quelque part. C'est un indicateur qui ne trompe pas. Mais lorsque le mendiant est seul, parce qu'un enfant peut mendier, il n'a pas de rapport à faire à qui que ce soit parce que c'est tout simplement un sans domicile fixe. Un enfant dit chégué, on va envoyer chez lui parce qu'il y a des enfants qu'on renvoie de chez eux parce qu'on les a traités de sorciers, parce qu'ils auraient du mauvais esprit, etc. Ces enfants-là peuvent se retrouver abandonnés dans la rue et auront besoin de mendier pour manger. S'ils ne dépendent des personnes pour faire la mendicité, on ne peut pas parler de mendicité forcée. Mais lorsque la mendicité forcée est liée à une direction animée par un mentor, à ce moment-là, ce sera un indicateur fort. Mais en ce qui concerne l'exploitation sexuelle, je vous ai dit, il faudrait qu'il y ait un mentor qui tire profit de la prostitution de la victime. Donc si la victime tire profit de son acte de prostitution, on ne peut pas parler de la traite des êtres humains, dans le cas d'espèce. Mais on parlera de la traite des personnes, dans le cas du proxénétisme, par excellence, parce que le proxénète, lui, ne se prostitue pas. Mais il envoie d'autres personnes se prostituer et taxe cette prostitution à son seul profit. C'est-à-dire,
Le prix qu'ils donnent à la prostituée, Ils ne voient même pas cet argent-là. Tout à fait. Ouais. Généralement, la prostituée ne voit pas. Donc, ce sont là des indicateurs qui ne trompent pas. Et lorsqu'on est dans les lignes de nos frontières, je prends l'exemple de l'aéroport, comment on peut détecter une victime de traite de personnes? Parce on est là en train de parler d'indicateurs. Généralement, ce sont des personnes qui ne maîtrisent même pas les titres de séjour qu'ils ont en main. Hein? C'est un titre qu'on lui a imposé parce qu'il a été enlevé. Il ne maîtrise même pas la langue, généralement. Il ne maîtrise pas la destination. Là où il va, il ne connaît pas. Les personnes qui vont l'accueillir, il ne les connaît pas. Alors, donc, à chaque forme de traite équivalent un faisceau d'indicateurs qui permettent aux spécialistes ou aux personnes formées en la matière de pouvoir relever que dans le cas d'espèce, nous sommes devant une situation de traite de personnes. Alors, la prise en charge des victimes, comment ça s'est fait? Ici, nous sommes à Kinshasa, vous êtes coordonnateur de cette agence. Comment c'est fait? Est-ce que nous avons des cas ici, présentement à Kinshasa, au Congo? Alors, même si, ici à Kinshasa, bien sûr, mais à l'extérieur, est-ce que vous avez des gens qui vous envoient à l'extérieur pour suivre la communauté congolaise qui va à l'extérieur? Comment est-ce que vous êtes organisé pour la prise en charge des victimes? La prise en charge de victimes, bien évidemment, d'après le texte qui crée et qui organise le fonctionnement de l'agence, doit être coordonné par l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes. Je parle de la coordination. Pourquoi je le dis? Parce que la prise en charge des victimes, même celle de la traite des personnes, était déjà assurée par des structures qui existent. Nous avons par excellence le ministère des Affaires sociales. Ce sont des femmes, des enfants qui prennent déjà en charge la plupart des victimes en matière de droits humains. Il y a également le ministère des droits humains qui est censé par excellence non seulement de suivre, mais de prendre en charge également toutes les victimes en matière de droits humains, y compris celles de la traite des personnes. Donc, la logique de la prise en charge existait déjà. Mais au-delà des structures nationales ou des départements du gouvernement de notre pays, nous avons également des structures internationales qui viennent en appui au gouvernement congolais pour la prise en charge des victimes. Et là, je tiens à relever à titre... Et cette prise en charge, ça s'est fait comment? La prise en charge se fait de manière holistique. Tout dépend de la manière dont la victime se présente. Lorsqu'il s'agit d'un enfant qui est enlevé afin de servir à la mendicité forcée ou bien au larcin, il s'agit d'un enfant qu'on a enlevé. Donc, lorsqu'on recueille l'enfant, ça consiste d'abord on doit recueillir d'abord la victime, c'est-à-dire l'enlever de la scène de la traite ou des victimes, le recueillir, et s'agissant d'un enfant, s'assurer de son rapatriement en famille. Mais il s'agit d'un rapatriement qui doit être sécurisé. C'est-à-dire, on doit d'abord détecter d'où vient l'enfant, donc son origine, chercher à y détecter les membres de sa famille, faire en sorte qu'il reconnaisse le membre de sa famille, et si cette opération... Et que ses parents acceptent de l'accueillir, bien sûr. Excusez la redondance, on peut alors rapatrier. Il y a plusieurs ONG, d'ordre privé bien sûr, qui, en coopération avec beaucoup de structures partenaires extérieures, même des partenaires nationaux, qui assurent justement ces cas de rapatriement. Pourquoi je parle de rapatriement? Je prends cet exemple parce que, avec la guerre qu'il y a eu à l'est du pays, avec la situation qu'on a connue dans la partie Kasaï, il y a eu des mouvements de population de part et d'autre. Il y a même eu des mouvements de population ces mouvements qui ont amené beaucoup de personnes des nationalités congolaises en dehors de nos frontières. Certaines se sont même retrouvées au niveau de l'Angola. Et vous avez vu comment, de manière parfois catastrophique, comment certains Congolais ont été des forces rapatriées en République démocratique du Congo, ce qui n'a pas enchanté évidemment le gouvernement congolais. Mais, par ces mouvements-là, alors toutes ces structures entrent en jeu et doivent bien évidemment être coordonnées par l'agence, afin que la prise en charge des victimes, surtout en ce qui concerne le rapatriement, se fasse de manière sécurisée. Mais sur place, il y a également des mouvements internes des populations. Une population peut quitter une région vers une autre région, mais à l'intérieur de la ville de la Même à ces niveaux-là, il faut assurer d'abord ce qui est plus
naturellement simple, c'est-à-dire l'alimentation de la victime, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins primaires. Il doit s'habiller, il doit manger, il doit trouver un endroit où dormir. Donc, c'est ça, la prise en charge commence par ces éléments basiques. Mais si ça se faisait à l'extérieur du pays, qu'il ne faut pas trouver la personne n'a plus de famille, vous ne trouvez pas la famille de la victime sur place à Kinshasa. Que faites-vous? Un Congolais qui est victime de la traite des personnes à l'extérieur du pays, la priorité des priorités, c'est d'abord de pouvoir le rapatrier. Nous avons connu ce cas pour certaines de nos femmes qui se sont retrouvées dans la partie orientale du monde, qui ont été victimes de la traite des personnes, qui ont crié au secours. Eh bien, l'OIM, qui est un partenaire très important en cette matière-là, a assuré évidemment le rapatriement de ces victimes. Ici, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'essentiel, c'est d'abord que ces victimes rentrent au pays. C'est leur pays. Et non demeurent là-bas. Pourquoi? Non. La priorité, c'est de le faire retourner, de les recueillir sur place, jusqu'à découvrir leur famille et les faire rentrer dans la famille. Pourquoi je parle du rapatriement sécurisé, même en interne? Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer que ce n'est pas la famille qui est là et qui est à la base de cette situation de traite des personnes. Et là, je voudrais ici, à l'attention de la plupart des familles congolaises, relever ce qu'on appelle l'adoption internationale. La plupart des enfants qui sont adoptés dans le circuit international et qui partent du Congo vers d'autres pays se retrouvent généralement dans le cas de traite des personnes. Il y a des parents, ne marchent pas le mot, il y a des parents qui vendent pratiquement leurs enfants. Or, la vente d'un enfant est prohibée par la loi portant protection de l'enfant et est constitutive de la traite des personnes. C'est-à-dire, lorsque on accorde l'adoption en mode international à une personne qui est d'un nationalité étrangère, enfin qu'il emporte son enfant à l'extérieur, en contrepartie d'un avantage, financier ou pas, je dis bien en contrepartie d'un avantage que reçoit son parent, c'est une forme de vente d'enfant. Et c'est ça, ce qu'on appelle également la traite des personnes. Ça, dans le cas d'espèce, si cet enfant se retrouve dans une situation de traite des personnes, comment va-t-on le rapatrier chez le parent qui lui-même est à la base de cette situation de traite des personnes? Donc ça, ce sont des cas particuliers qui, au niveau de l'agence, appellent une prise en charge assez spécifique. C'est-à-dire que cet enfant-là devra être recueilli dans un centre d'hébergement, que la République démocratique du Congo doit en avoir en plusieurs formats. Ce centre devra former cet enfant et le réinsérer dans la société. C'est-à-dire, on doit le former à un métier, ou si cet enfant a des aptitudes intellectuelles élevées, pourquoi pas l'envoyer à l'université pour qu'il profite de sa vie comme tout citoyen congolais. Très bien. Alors, voilà la prise en charge dans un sens holistique tel que je voulais le dire. Ok, merci. Le 30 juillet de ce mois, c'est la journée internationale de traite de personnes. Alors comment est-ce qu'au niveau de l'agence, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y aura des ateliers, il y aura des conférences? Qu'est-ce qu'il y aura pour ce mois? C'est la journée internationale de la dignité. De la dignité humaine. Ah ok, la dignité humaine. Parce que la journée internationale de la dignité humaine. Dignité humaine et de la lutte contre la traite des personnes. Très bien. Consacrée évidemment par l'ONU. Et cette journée est à la fois une journée commémorative parce que dans le volet dignité humaine, mais c'est également une journée où nos pensées se tournent vers le combat que nous tous, Congolais, Congolaises, devront mener contre l'exploitation humaine. C'est-à-dire qu'une personne ne soit pas privée de ses droits les plus élémentaires, les droits qui sont évidemment déclinés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce sont ces droits-là que l'on essaie d'encenser dans la journée du 30 juillet. Et suivant ce qu'a prévu les Nations Unies, chaque 30 juillet de chaque année, il y a toujours une thématique qui est relevée sur le plan international. Et chaque pays, sur le plan national, devra également relever une thématique qui devra être en rapport évidemment avec la thématique internationale, pour que, durant cette journée, qu'une ou plusieurs activités soient organisées afin de fixer l'opinion publique, tant internationale que nationale, sur les dangers que représente la traite des personnes, qui est un crime organisé sur le plan international.
Alors, pour cette année, au niveau des Nations Unies, on a relevé bien sûr une thématique sur le plan international. C'est que cette thématique, c'est la voix de la victime nous guide. C'est-à-dire, nous devons avoir une oreille attentive à la voix de la victime. Quand nous percevons une victime de la traite des personnes, quand nous percevons ces enfants qui mendient, qui sont forcés à mendier, quand nous percevons ces jeunes filles mineures qui sont forcées à la prostituer pour satisfaire un mentor, quand nous percevons la situation des enfants à l'est du pays et vers le Katanga qui sont obligés de travailler à main nue dans des mines à ciel ouvert et à ramasser du coltan, du gnom à prix d'un bol de riz ou du pain, la voix de la victime doit nous guider, doit nous interpeller, afin que nous tous, de la plus grande autorité jusqu'à la personne qui pense être la plus humble en République démocratique à travers la certification sociale, que nous puissions combattre effectivement ce phénomène et donc vouloir que cette situation n'arrive à personne en République démocratique du Congo. Mais dans le cadre du format national, nous avons, en mimant évidemment ce thème international, nous, au niveau de l'agence, nous avons également relevé notre thématique nationale en disant la victime de la traite des personnes, priorité de notre combat en République démocratique du Congo. Okay. Donc c'est la priorité de notre combat cette année. Et nous allons dérouler un certain nombre d'activités. Nous le faisons déjà dans le cadre de cette émission, mais à partir de 30 et jusqu'à la fin, jusqu'au 15 août, quinquennat que nous nous sommes fixés par rapport au plan stratégique portant sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes de 2019, afin que, comme la Covid est quand même en train d'être combattue, que nous pouvons obtenir des autorités tant urbaines que nationales, la production des activités avec grande masse en renfort pour que la population puisse, dans des activités qui amènent une grande participation des gens, puisse comprendre cette notion de la traite des personnes et qui puisse également avoir une oreille attentive sur les différentes victimes de la traite des personnes que nous percevons à l'œil nu à travers nos rues et pourquoi pas dans nos familles. Eric, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous avez donnée à l'agence à travers ma personne de pouvoir porter haut et fort le combat contre la traite des personnes en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission Expression Directe. Nous avons reçu pour vous Koukou Kiessé, qui est le coordonnateur adjoint de l'agence de prévention et lutte contre la traite de personnes. Avec lui, nous avons échangé sur beaucoup de points. Bon, je vous fixe notre rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir chez vous.